Mes chers collègues, j'espère que vous avez trouvé vos places. Donc, je déclare ouverte la séance et je demande à notre Benjamine, Mademoiselle Bianco, de bien vouloir procéder à l'appel. Il marche? Oui. Franck Alizio, Martial Alvarez, Daniel Amar, Sophie Amarantini, Patrick Amico, Michel Amiel, Christian Amirati, Philippe Arduin, Sophie Arrigui, Gérard Azibi, Mireille Baletti, Marion Bareil, Sébastien Barle, Guy Barré, Marie Batou, Laurent Belsolin, Moussa Benkassi, Nassera Benmarigna, Mireille Benedetti, Rebecca Bernardi, François Bernardini, Sabine Bernasconi, Julien Bertei, André Berthéraud, Éléonore Bèze, Solange Biaggi, Kayane Bianco, Corinne Birguine, Jean-Marc Bloquel, Marilène Bonfillon, Béatrice Bonfillon-Cavassa, Patrick Boré, Sarah Boualem, Linda Bouchicha, Doudja Boukrine, Nadia Boulinseur, Michel Boulan, Valérie Boyer, Gérard Bramoulet, Romain Brumand, Christian Burle, Sophie Camard, Isabelle Campagnola-Savon, Jean-Louis Canal, Joël Canicave, Émilie Canon, Christine Capdeville, Laure Agnès Caradec, René-Francis Carpentier, Martin Carvalho, Éric Casado, Roland Cazola, Martine Césari, Jean-Pierre Césaro, Mathilde Chaboche, Safia Chaïd, Emmanuel Charaf, Philippe Charin, Gabi Charroux, Pascal Chauvin, Liès Choulac, Jean-David Ciotte, Marie-Ange Comté, Jean-Marc Coppola, Jean-François Corneau, Jean-Jacques Coulon, Georges Christiani, Sandrine Dangiot, Marie-Ange Destienne d'Orve, Robert Dagorne, Lionel de Cala, Bernard de Flessel, Marc Delgrazia, Christian Delavé, Bernard Destrost, François Desvignes, Sylvain Dicaro, Arnaud Drouot, Cédric Dieudièzer, Claude Ferchat, Stéphanie Fernandez, Claude Philippi, Olivia Fortin, Gérard Fro, Olivier Frégac, Lydia Franzel, Agnès Fréchel, Loïc Gachon, Daniel Gagnon, David Galtier, Éric Garcin, Audrey Garino, Gérard Gazet, Hélène Jante Seaglio, Jackie Gérard, Samia Gali, Patrick Gigonito, Roland Giberti, Bruno Gilles, Philippe Ginou, Jean-Pierre Giorgi, Magali Giovanangeli, André Gomez, Jean-Pascal Gournès, Vincent Goyer, Philippe Grange, Hervé Granier, Sophie Grec, Stéphanie Gréco de Coningue, Patrick Grimaldi, Jean-Christophe Gruvel, Frédéric Guel, Sophie Guérard, Yannick Guérin, Frédéric Guigneri, Olivier Guiroux, Prune Elfter Noah, Jean Etch, Claudie Hubert, Pierre Huguet, Michel Hillac, Nicolas Isnard, Atab Gélassi, Sébastien Gibraïel, Marie Joissin-Mazini, Sophie Joissin, Nicole Julia, Cédric Jouve, Christine Juste, Didier Kelfa, Philippe Klein, Philippe Olivier Coubiflotte, Anthony Crémière, Pierre Lager, Michel Lan, Vincent Languille, Éric Le Dissès, Stéphane Le Rudelier, Nathalie Lefebvre, Gisèle Lelouis, Pierre Léméry, Jean-Marie Léonardi, Jessie Linton, Camélia Macloufi, Richard Mallier, Bernard Maranda, Rémi Marcingot, Maxime Marchand, Régis Martin, Marie Martineau, Sandrine Morel, Caroline Morin, Anne Méliac, Hervé Manchon, Daniel Menet, Arnaud Mercier, Éric Méry, Yves Mesnard, Marie Michaud, Michel Mille, Daniel Milon, Véronique Micheli, Férouz Mokhtari,
André Molino, Pascal Montesso, Claudie Morat, Yves Morène, José Morales, Pascal Morbelli, Lourdes Mounien, Roland Mourin, Lisette Narducci, Christian Nervi, Franck Ohanessian, Yannick Ohanessian, Stéphane Paoli, Patrick Papalardo, Didier Parakian, Benoît Payan, Roger Pelinck, Christian Pellixiani, Marc Pena, Serge Perrotino, Anne-Laurence Petel, Claude Picirillo, Catherine Pilat, Patrick Pin, Jocelyne Pommier, Henri Ponce, Fabrice Poussardin, Véronique Pradel, Perrine Pringent, Marine Pustorino-Durand, Bernard Ramon, Julien Ravier, Stéphane Ravier, Didier Réau, Anne Rebaud, Donna Richard, Jean-Baptiste Rivoalan, Maryse Rode, Denis Rossi, Georges Rousseau, Alain Rousset, Michel Roux, Isabelle Rovarino, Laure Rovera, Lionel Royer-Perrault, Michel Rubirola, Michel Ruiz, Florian Salazar-Martin, Valérie Sana, Franck Santos, Jean-Yves Sayag, Éric Semerjian, Laurent Semerjian, Jean-Pierre Cérus, Marie-Pierre Sécardès-Nuel, Aïcha Sif, Jean-Marc Signe, Laurent Simon, Monique Slissa, Marie-France Sour-Gulino, Gilbert Spinelli, Étienne Tabag, Francis Tollan, Guy Tessier, Nathalie Tessier, Marcel Toiti, Martine Vassal, Amapola Ventron, Catherine Vestieux, Anne Vial, Yves Vidal, Frédéric Vigroux, Jean-Louis Vincent, Yves Wicht, Ulrich Wirmengo, David Itier, Karima Zarkani-Rénal. Merci pour l'appel. Alors, conformément à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l'Assemblée peut valablement se tenir puisque nous avons un tiers des membres qui sont présents, au moins. Je constate donc que ce tiers étant à 80, le quorum est atteint. Alors, mes chers collègues, messieurs et madame les parlementaires, chers présidents de territoire, mesdames et messieurs les conseillers métropolitains, mes chers amis, donc l'exécutif d'une métropole, c'est une équipe, et c'est surtout pas une personne seule. Et l'un des premiers actes de la mandature est donc de composer cette équipe qui, d'une certaine façon, vous représentera aussi. Alors, comme se plaît à le dire un grand sélectionneur que j'aime beaucoup à titre personnel, c'est Claude Onesta, ce ne sont pas seulement les attitudes individuelles qui comptent, mais c'est aussi la capacité à jouer ensemble. De ce collectif efficace, j'en assurerai bien sûr l'entière responsabilité dans le respect des délibérations qui seront prises. Les membres de cette équipe, vous les avez élus au dernier conseil de métropole, et j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de vous présenter leur délégation. Alors, on vous distribuera par écrit, bien sûr, les délégations. Donc, on a commencé par les présidents de territoire, mais bon, on commence par les présidents de territoire, parce que je vois qu'ils sont affichés. Alors, avec plaisir. Donc, je félicite d'abord les présidents de territoire qui ont été élus donc, cette semaine. Ces présidents de territoire, donc, pour Marseille-Provence et Roland Giberti, Aix et Pays d'Aix, Marie Joissin, le Pays Salonnais, Nicolas Isnard, le Pays d'Aubagne de l'Étoile, Serge Perrotino, et le Pays d'Istres, c'est François Bernardini. Donc, sur les délégations. Et Martigues, c'est Gabi Charroux, parce que je l'avais à l'écran, et donc j'aurais dû le dire avant. Donc, voilà. Et c'est mon amie Gabi Charroux qui a été élue pour le Pays de Martigues. On peut les applaudir tous. Sur les délégations. Alors, premier vice-président, donc Monsieur Bramoulet. Stratégie budgétaire, contrôle de gestion et contractualisation avec l'État et les collectivités. Daniel Millon. Attractivité du territoire et tourisme. Patrick Boré. Port et relations internationales. Georges Rousseau. Conférence des maires. Sophie Joissin, réforme métropolitaine.
Georges Christiani, concertation territoriale et proximité. Pascal Monteco, commande publique, transition écologique et énergétique, SCOT et planification. Gérard Gazet, développement économique, plan de relance pour les entreprises, artisanat, commerce. Éric Ledissès, JO 2024, grands événements, et Tandebert, notamment pour le travail sur le classement de l'UNESCO, relations avec l'aéroport. David Galtier, politique sportive. Didier Kelfa, finances et budget. Michel Roux, projet métropolitain. Emmanuel Charaf, santé, enseignement supérieur et recherche, recherche médicale, économie de la santé. Christian Burle, agriculture, viticulture, ruralité. Daniel Gagnon, culture, innovation numérique. Didier Réau, mer, littoral, cycle de l'eau, GEMAPI. Frédéric Guinieri, logement, habitat indigne. Henri Ponce, transport, mobilité durable. Martial Alvarez, emploi, cohésion sociale et territoriale, insertion, relations avec le grand port maritime. Véronique Micheli, handicap, lutte contre les discriminations et inégalités, Conseil métropolitain des jeunes. Christian Amirati, patrimoine et politique immobilière. Bernard de Flessel, foncier économique. Philippe Ginoux, schéma d'ensemble de la voirie. Amapola Ventron, protection de l'environnement et lutte contre les pollutions. Olivier Fréjac, gestion des risques majeurs. Roland Mourin, stratégie de réduction et traitement des déchets. Jean-Pascal Gournès, industrie. Didier Parakian, fonds européens, relations avec les institutions européennes ainsi que le Conseil de développement. Je vous applaudis. Alors avec cette équipe soudée, mon objectif est de donner un nouveau souffle à cette métropole et d'ancrer cette métropole profondément dans le développement et la modernité. Et j'espère que cette ambition sera d'ailleurs partagée majoritairement par cette Assemblée. Ce travail, nous allons l'engager dès aujourd'hui, avec vous, avec les membres du bureau, avec les présidents de territoire, qui vont m'apporter à la fois toute leur expérience, leur vision et leur volonté immense de travailler pour ce territoire dans sa globalité, et cela dans chacun des domaines de compétences. Avec vous, avec eux, nous allons agir avec la plus grande détermination pour des transports fluides, une mobilité apaisée, soucieuse de notre environnement et de notre cadre de vie et de notre santé. Avec vous et avec eux, nous allons agir avec la plus grande détermination pour valoriser notre économie, consolider la création d'emplois grâce à l'innovation, la recherche, l'enseignement supérieur, le tourisme, et tout cela dans le respect de l'équité sociale. Avec vous, avec eux, nous allons travailler sur un aménagement du territoire harmonieux. Pour déployer ces politiques, il est nécessaire que nous disposions d'une institution métropolitaine profondément réformée. Nous devons maintenant nous engager dans ce mouvement de refondation, de renouvellement de l'organisation métropolitaine, qui s'appuiera aussi sur la diversité de nos territoires et de nos communes. C'est ce que j'ai appelé la multipolarité. Ce n'est qu'à cette occasion que nous pourrons effectivement construire ensemble une institution dans laquelle ce qui relève du niveau métropolitain soit défini le plus clairement possible, avec un consensus le plus large possible. C'est ainsi que la légitimité de la métropole en sera encore plus renforcée. Notre action doit s'appuyer sur des principes clairs. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de vous les énoncer lors de mon élection. Tout d'abord, c'est de concevoir une métropole de projet que je vais porter tout au long de mon mandat. Ensuite, c'est une métropole organisée sur la distinction entre les compétences stratégiques et les compétences de proximité. Il nous faut aussi innover en matière de gouvernance. À ce titre, comme je vous l'ai indiqué lors de mon élection, je souhaite un comité des présidents associant la présidence de la métropole ainsi que les présidences des conseils de territoire. Il nous faudra aussi imaginer et élaborer un projet métropolitain qui à la fois dessine des perspectives à moyen mais aussi à long terme et qui suscite aussi un engagement collectif. Je serai d'ailleurs soucieuse
des engagements auxquels chacun des territoires seront confrontés. Je m'engage à ce que nous les traitons tous de manière équitable, à considérer et à respecter tous les besoins exprimés, et bien évidemment dans le cadre des compétences de la métropole. Même si la pluralité caractérise notre métropole, l'intérêt général métropolitain ne peut souffrir d'aucune action discriminante. Le principe d'intérêt général métropolitain est pour moi un et indivisible. Alors, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, et peut-être je continuerai à le redire à l'avenir, c'est l'intérêt général qui doit combiner à la fois l'unité et la diversité, et j'espère que, dans ce sens, nos travaux seront extrêmement fructueux. Avant de passer au rapport, je soumets à votre approbation le procès-verbal de la séance du Conseil métropolitain du 9 juillet 2020. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y a pas d'observation, donc je le considère adopté. Alors, une information au Conseil vous a été adressée avec les documents de séance. Il s'agit du compte rendu des décisions de la présidente suite à l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales. Donc, nous passons au rapport. Rapport numéro 1 sur les délégations des compétences de métropole au bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence. Y a-t-il des observations? Monsieur Pellicani. Chers collègues, vous demandez à ce Conseil de vous attribuer les pleins pouvoirs de gestion sur le patrimoine et les emprunts contractés par notre métropole. Notre groupe votera évidemment contre ce rapport. Et les trois, même je dirais le 1, 2, 3, parce que autant ne pas faire 3 interventions. Pendant 25 ans, la précédente équipe qui gouvernait Marseille, et dont vous faisiez partie intégrante, s'est illustrée par sa mauvaise administration des comptes publics et du patrimoine. Nous n'avons eu cesse de dénoncer cette gestion catastrophique, dont le point d'orgue a été la parution du rapport de la Chambre régionale des comptes. Madame la Présidente, nous n'allons pas attendre paisiblement un nouveau rapport qui viendrait conforter le précédent et pointer votre incapacité à présider cette métropole. Nous ne vous accordons pas notre confiance pour, seuls et en nous privant de débat, prendre les décisions qui pénaliseront lourdement nos concitoyens. Le printemps marseillais a appelé de ses voeux une métropole de grands projets qui constitue un point d'équilibre entre la ville, centre et le reste du département. Vous confortez une institution technocratique éloignée des citoyens et de leurs besoins. Ce n'est pas de cette manière que reculeront les inégalités entre territoires. Votre posture électoraliste font que vous construisez aujourd'hui une métropole contre les Marseillais et les Marseillaises et que vous les sanctionnez pour leur vote. Merci pour votre attention et donc nos collègues voteront contre les 1, 2 et 3. Les trois premiers rapports. Merci. Pas de souci. Donc, sur le rapport numéro 1, pas d'autres observations. J'ai noté le vote contre. Qui vote contre? Est-ce que vous pouvez lever la main? Parce que ce sera peut-être plus facile puisque les groupes ne sont pas encore constitués. Qui s'abstient? Donc, le rapport 1 est adopté. Sur le rapport 2, qui vote contre? Bien, il fallait les donner. Vous avez donné à l'entrée, monsieur. Qui s'abstient? Le rapport numéro 2. Parce qu'on vote à main levée, on vote avec ça, c'est lorsque c'est obligatoire à bulletin secret. Voilà, vous allez vous y habituer, vous allez voir. Vous avez 6 ans pour vous y habituer. Donc, le rapport numéro 2 est adopté. Le rapport numéro 3, qui vote contre? C'est très bien. Qui s'abstient? Donc, le rapport numéro 3 est adopté. Sur le rapport numéro 4, alors je vais passer les 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Ce sont les rapports donc, de délégation de compétences au Conseil de métropole, au Conseil de territoire. Donc, est-ce que vous avez des observations sur ces rapports du 4 au 9? Oui, monsieur Pellicani. Sur les 3 premiers rapports, je vous propose qu'en fin de séance, on puisse, avec l'administration, vérifier qu'on ait bien pris en compte tous nos votes avec les procurations pour pas qu'il y ait d'oubli et que le PV soit bien conforme à nos souhaits. Sans souci, ça sera fait. Ça sera fait
sans aucun problème, mais comme nous n'avons pas encore constitué les groupes, il nous est difficile de travailler avec le président de groupe, mais ça va bientôt venir puisque c'est la suite des rapports. Donc je vous invite après à aller vérifier que les abstentions ont bien été relevées. C'est la raison pour laquelle sur le prochain conseil, vous aurez une approbation de PV et vous pourrez vérifier à l'intérieur si tous les votes ont été enregistrés correctement comme vous le souhaitiez. Donc du 4 au 9, pas d'observation. Qui vote contre? Madame, vous votez contre? Je reprends. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est noté. Donc, rapport numéro 4. Rapport numéro 5, même vote. Rapport numéro 6, même vote. Rapport numéro 7, même vote. Rapport numéro 8, même vote. Rapport numéro 9, même vote. Alors, mes chers collègues, lors du précédent Conseil de métropole, nous avons adopté les modalités de dépôt des listes des candidats à la commission d'appel d'offres et à la commission de concession de la métropole. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des membres de ces commissions par vote électronique. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez le petit boîtier. Alors, nous allons commencer par la commission d'appel d'offres. Alors, pour la commission d'appel d'offres, une seule liste a été déposée. Je vais vous donner sa composition. Membres titulaires: Pascal Monteco, Didier Kelfa, Christian Delavé, Laure Rovera, Pierre Lager. Membres suppléants: Patrick Gigonetto, Bernard Destro, Marcel Touati, Christian Amirati, Solange Biaggi. Donc, je déclare le scrutin ouvert. Donc, vous avez sur le vote, en tapant sur le 1, c'est pour la liste. En tapant sur le 9, le vote est blanc. Donc, vous inscrivez, vous commencez à avoir l'habitude, 1, OK, et vous avez un petit OK qui doit s'allumer. C'est bon, la régie ? Voilà, là, ça marche. Maintenant, ça marche. Donc, normalement, ceux et celles qui ont des procurations ont 2 boîtiers, on est d'accord? Parfait. Tout le monde a voté? Parce que je n'ai pas le décompte, là. Vous avez le décompte? J'ai pas entendu. D'accord. Il reste encore 29 personnes qui n'ont pas voté. Donc, il y a le OK sur tous les boîtiers. Hein? C'est bon, ça bouge plus? Ça bouge plus? Ça descend doucement? Ah bon, on va attendre 2 minutes. Stabilisé? Très bien. Bon, je déclare le vote clos. Ça marche? Suspense.
Alors, sur l'élection des membres de la commission d'appel d'offres suivant la liste qui vous a été communiquée, inscrit 240, vote exprimé 202, blanc 21, abstention 17. Donc la liste a été élue à 202 voix pour 5 sièges. Merci. On peut les applaudir. Hein. Alors, sur l'élection des membres de la commission de concession de la métropole. Pour la commission de concession, une seule liste a également été déposée. Sa composition est la suivante. Jean-David Ciotte, Pascal Monteco, Patrick Gigonetto, Pierre Lager, Christine Juste. Membres suppléants, Jean-Louis Vincent, Laurent Simon, Christian Amirati, Éric Semerjean, Solange Biaggi. Je déclare le scrutin ouvert. C'est bon ? Donc, tout le monde a voté. Donc, je déclare le scrutin clos. Merci. Alors, l'élection des membres de la commission de concession de la métropole. Sur 240 inscrits, 205 exprimés, 23 blancs, 12 abstentions. Donc, la liste est élue avec 205 suffrages, donc 5 sièges. Vous pouvez les applaudir aussi. Alors, le rapport numéro 12, c'est la création des commissions permanentes de travail et d'études. Donc, vous avez reçu la liste des commissions et lors de la constitution des groupes, après, il faudra nous donner les membres qui souhaitent y participer. Y a-t-il des observations sur ce rapport numéro 12 ? Pas d'observation. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Les rapports 13 et 14 sont retirés. Rapport numéro 15. Nous sommes sur le débat du pacte de gouvernance entre les communes et la métropole. Monsieur Cristiani a demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, les maires, depuis plusieurs années, disent tous les problèmes qu'ils vivent avec cette création de métropole qui a forcé les choses. Ce n'est pas par une simple addition de 6 territoires que l'on peut créer un 7e territoire et le gérer de façon aussi complexe et aussi technocratique. Je crois que la gouvernance trop centralisée a étouffé les intérêts des communes, des intercommunalités, de toutes les communes, je dis bien toutes, y compris la ville de Marseille. Donc nous sommes toujours
dans cette demande. Une métropole de projet, celle que vous décrivez, Madame la Présidente, nous convient au niveau du discours, dans un souci de pacte de raison et surtout dans un souci de calmer les choses. On ne peut pas imaginer que cette loi qui a été votée puisse rester en l'état. Aussi, nous souhaitons que la métropole, qui a exercé trop longtemps des compétences de proximité, les redonne aux communes pour se consacrer aux projets les plus structurants, qui sont l'économie et qui sont les transports. En ce sens, Madame la Présidente, à la fois vos discours et à la fois vos premiers actes nous conviennent à nous, la plupart des maires. Nous souhaitons insister, car sur cette loi, avec mes fidèles compagnons d'armes qui sont, par exemple, Nicolas Isnard ou Marie Joassin et bien d'autres collègues, nous avons rencontré le 4 septembre de l'année dernière la commission des lois au Sénat et nous avons été entendus, puisque le report de la voirie, avec le soutien bien entendu des sénateurs, mais aussi des députés, nous avons pu retarder pour 3 ans le report de la voirie. Et c'est vrai que le rapport du préfet le rapport avec Monsieur le Préfet que nous avions établi a contribué à cela dans le cadre de la loi Engagement et Proximité. Et cette loi Engagement et Proximité a acté l'obligation d'envisager le pacte de gouvernance que vous nous proposez aujourd'hui dans son principe. Effectivement, dans la loi, il est inscrit à l'ordre du jour, mais il n'y a pas l'obligation de l'adopter. C'est encore une subtilité, bien entendu, pour écarter les communes et écarter les territoires. Ce n'est rien d'autre que cela. Mais vous, Madame la Présidente, vous nous proposez aujourd'hui d'aller au-delà de cette subtilité de la loi et de dire que cette possibilité énoncée, vous allez en faire une réalité. Donc là également, je ne peux que vous remercier au nom des maires que j'ai l'honneur de représenter, car il semble que la gestion des moyens qui a dévoré la poursuite de l'objectif d'être une métropole de projet, où depuis 2016, il faut le reconnaître, la bureaucratie a dicté le management et a étouffé la politique locale, la proximité. Cette administration tatillonne qui a conquis, par son administration, qui a conquis la métropole, nous voulons la reprendre avec des acteurs qui sont les acteurs du quotidien, c'est-à-dire les présidents des intercommunalités et les maires. Donc à ce titre-là, je ne peux que vous remercier pour cette présentation et vous avez, en ce qui concerne les maires et mon groupe, vous avez notre entière confiance et nous allons essayer de travailler avec vous le mieux possible pour que cette métropole puisse enfin s'envoler et être vraiment dans une autre ambiance que celle de communes qui sont en opposition, mais plutôt des communes, y compris, je dis, avec la ville-centre, avec la plus grande des complémentarités. En tout cas, vous pouvez compter sur notre groupe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Cristiani. Est-ce qu'il y a... Alors, les demandes de parole, donc vous avez l'écran normalement qui doit fonctionner. Donc, mais est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Monsieur Cérus, et après Madame Rubirola, bien sûr. Et après, Monsieur Ravier aussi. Vos écrans ne marchent pas? Oui, ça marche. Non, c'est juste pour savoir. Ça va. Ok, ça va. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes chers collègues conseillers métropolitains, permettez-moi, puisque c'est la première séance où nous prenons la parole, d'abord de féliciter toutes celles et ceux qui ont été élus, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, dans les conseils de territoire. Voilà, je salue ces élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions. Permettez-moi aussi, Madame la Présidente, puisqu'il n'y avait pas eu de discours ni avant l'élection à la présidence, ni après, de remercier les conseillers qui ont porté leur suffrage sur mon nom. Le débat sur le pacte de gouvernance entre les communes et la métropole est effectivement un rendez-vous important. Je pense que vous avez raison de poser la question dès le début de ce mandat. Mais j'insiste bien, c'est un pacte de gouvernance entre la métropole et les communes. Permettez-moi, chers collègues, de regretter que dans votre discours, Madame la Présidente, vous n'ayez pas encore cité la conférence métropolitaine des maires. Pacte de gouvernance, il en existait un lors du mandat précédent.
Ce pacte, il avait été d'ailleurs élaboré, puis décidé de mémoire à l'unanimité. Peut-être quelques abstentions, vous me pardonnerez cette imprécision. Notre métropole, donc, qui fonctionne maintenant depuis 2016, a déjà fonctionné avec un pacte de gouvernance. Pour ma part, je pense qu'il est presque plus important de respecter les pactes sur lesquels on s'engage que de les réformer. Et nous avions, dans le pacte précédent, en tout cas j'en suis convaincu, tous les outils nécessaires à une concertation et à une gouvernance partagée entre les 92 communes et la métropole. Vous le savez, j'ai regretté les 2 dernières années qu'à aucun moment, pas une seule fois, la conférence métropolitaine des maires ne soit convoquée, pas une seule fois, elle ne se tienne. Donc dans ce débat, je demande vraiment que ce soit les communes qui soient au cœur de ce pacte. Je respecte la déconcentration, je respecte les conseils de territoire. Je viens d'ailleurs de féliciter toutes celles et ceux qui en assurent la responsabilité. Mais je ne voudrais pas que soit oubliée la relation directe entre le conseil métropolitain et chacune des communes. Et je vais en donner qu'une seule raison. Dans quelques jours, nous aurons un autre débat. Je pense, et je l'ai dit, qu'il aura encore plus d'importance que celui-ci. Nous venons de traverser la crise du Covid, elle n'est pas terminée, et les finances de la métropole, puisque c'est à ce débat que je fais référence, celui des finances de la métropole, sont en difficulté. Nous aurons les chiffres, mais j'ai fait un certain nombre de trajectoires, et donc tout nous amène à penser que ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire une métropole des projets, sera considérablement freinée par les difficultés financières et budgétaires de la métropole. Pour qu'il y ait des projets, il faut qu'il y ait des marges de manœuvre. Je vais vous donner 2 chiffres, et je pense qu'ils ont lieu d'être cités dans ce débat sur la gouvernance, et en particulier sur l'équilibre entre la métropole, les communes et au milieu les conseils de territoire, pour savoir comment nous orienterons nos moyens et nos ressources. En 2017, nous avons investi de l'ordre de 460 millions. À l'époque, pour être très précis, nous avions emprunté 150 millions pour boucler le budget. Cette année, avant même d'impacter la crise du Covid sur le budget 2020, nous sommes partis pour investir de l'ordre de 470 millions d'euros. Vous voyez sensiblement la même chose. Et on sait que c'est insuffisant pour rattraper le retard en particulier sur la mobilité. Eh bien, en 2020, nous devrons emprunter de l'ordre de 300 millions. Parce que les ressources de la métropole ne sont pas forcément orientées sur ces investissements. Et malheureusement, son épargne, et en particulier son épargne nette, a fortement diminué. C'est ça le sens aujourd'hui de mon intervention. J'aimerais, comme chacun d'entre nous ici, que nous ne soyons pas contraints à ce point par les aspects budgétaires. Mais si demain, les 92 communes, les 240 conseillers métropolitains veulent effectivement une métropole de projet pour développer enfin, au niveau qui le mérite, la mobilité et les transports, ça ne sera pas tellement d'avoir des discours d'intention sur le fait de bien travailler ensemble, mais quelle décision? Comment faire pour que la métropole continue à assister et accompagner nos politiques municipales, et comment faire pour que, enfin, à l'échelle du grand territoire, la seule qui nous permettra d'organiser la mobilité et les transports, nous puissions enfin consacrer les moyens nécessaires. Donc, dans ce pacte, j'insiste bien en ce qui me concerne, et j'espère que chacun comprendra que c'est vraiment au nom de l'intérêt collectif. Je souhaite vraiment que nous soyons très économes et très portés sur 2 niveaux, effectivement le niveau stratégique et le niveau communal, et qu'on ne se retrouve pas avec un millefeuille
qui nous coûterait très cher. Je vous remercie. Madame Rubirola. Merci, mes chers collègues. Madame la Présidente, vous nous proposez ce débat sur le pacte de gouvernance entre les communes et la métropole, et je ne doute pas un instant de votre volonté de changement pour la métropole. Vous avez pris des engagements devant les maires, comme vous en aviez pris en 2018, et j'espère sincèrement que cette fois-ci, ils vous permettront de réussir. Il en va de l'intérêt général, de celui de nos habitants, dont on ne peut pas dire que la métropole ait jusqu'à présent considérablement amélioré leur quotidien. En réalité, la métropole que vous encouragez est davantage celle des maires que celle des habitants. En tout cas, elle se montre très généreuse avec les maires, là où les services publics se montrent encore largement défectueux vis-à-vis de ses habitants. Elle est par conséquent incomprise, peu connue, mal aimée. Au printemps marseillais, comme à la ville de Marseille, nous aimerions porter le message de tous ces citoyens, qu'ils habitent Marseille, Salon ou La Ciotat, qui vivent mal la métropole au quotidien dans leurs déplacements, dans leur formation, leur recherche d'emploi. C'est le pacte de gouvernance que nous vous proposons. Comme tous les Marseillais, je constate la saleté de nos rues, les difficultés de déplacement, le niveau effarant de pollution. Comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'il faut redonner aux communes des compétences de proximité et que la métropole ne peut pas tout régler. Nous sommes d'accord là-dessus. Pour autant, au mois de septembre, vous aurez géré en 2 ans près de 8 milliards d'euros, dont 2 milliards d'investissements. En vérité, Madame la Présidente, c'est que vous vous enfermez dans une vision presque tribale de la métropole, mais j'exagère volontairement mon propos. Mais je suis au fond convaincue, comme la plupart de mes collègues maires, que l'urgence de la métropole, ce n'est pas de redonner une personnalité morale au territoire, mais au contraire de mutualiser, de déployer des moyens beaucoup plus importants pour s'occuper pleinement des sujets métropolitains, comme la mobilité, la propreté, l'aménagement du territoire, la transition écologique. Fort de ces objectifs essentiels à un développement harmonieux, des discours récurrents de redistribution ne sont que mensonges sur la réalité de notre métropole. Comment pouvez-vous nous expliquer qu'en maintenant des dotations de compensation à des niveaux records, en moyenne 20 points supérieurs aux autres métropoles, vous puissiez demain aller demander de l'argent à l'État pour financer les 7 milliards d'euros qu'il manque à notre plan mobilité? Alors qu'il y a quelques mois à peine, nous parlions de fusion départements, métropoles, d'élection des conseillers au suffrage universel, nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir marchander la survie financière de la métropole à Paris. Et votre pacte de gouvernance, qui ne change rien sur le fond, nous conduit à terme dans une impasse budgétaire terrible. À Marseille, je veux reconstruire une ville plus juste, et j'aimerais qu'il en soit autant à la métropole. Il ne faudrait pas que les égoïsmes territoriaux et les considérations politiciennes nous éloignent de notre objectif commun, de redresser ce territoire et de le mettre en situation d'être confronté aux grands bouleversements à venir. Le pacte de gouvernance que nous souhaitons passer avec vous ne confond pas la proximité avec la redistribution et il plaide pour la transparence la plus totale dans un souci d'équité. J'espère que ce mandat sera celui de la réconciliation entre Marseille et l'ensemble des autres communes, car nous avons intérêt à travailler ensemble. Il faut cesser de jouer sur les peurs, elles sont mauvaises conseillères, et je suis sûre que de nombreux maires apprendront à nous connaître et à comprendre le sens de notre projet d'une ville plus juste, plus verte, plus démocratique, à l'image de la métropole que nous aimerions construire. Vous tous, mes chers collègues, aujourd'hui comme demain, vous avez le choix de votre destin dans un territoire réconcilié qui regarde devant et qui ne s'achète pas. Les temps changent très vite et il s'agit de répondre aux urgences. La crise économique, sanitaire, sociale impose de se parler et de regarder l'intérêt général. La métropole ne se fera pas sans Marseille et de son rayonnement dépendra aussi l'attractivité de tout notre territoire. Je vous remercie. Monsieur Stéphane Ravier. Merci Madame la Présidente. Effectivement, comme le rappelait notre collègue Monsieur Cérus, nous n'avons pas pu exprimer nos félicitations pour les élections, les élus qui ont eu lieu la semaine dernière, donc qu'il me soit permis de présenter mes
plus chaleureuse et républicaine félicitations à Madame Joissin pour votre élection, Madame Vassal, à la présidence de cette institution. Jamais la métropole ex-Marseille n'aura aussi bien porté son nom. Cette élection à la tête de la présidence et l'élection des vice-présidents démontrent qu'il y a un véritable basculement et que le monstropole, au bénéfice quasi exclusif de Marseille, a été renversé et que l'on s'achemine enfin, on va peut-être trouver curieux que le Marseillais que je suis dénonce une fois de plus la mainmise de Marseille sur la métropole, mais que voulez-vous? Moi, je reste et nous restons fidèles à notre ligne, à nos convictions, qui veulent que les communes doivent rester libres, que les maires doivent rester maîtres chez eux, car ils sont les mieux placés pour savoir ce dont leurs communes et leurs administrés ont besoin, et donc que Marseille ait pu absorber tous les moyens des communes avoisinantes pour remplir ses caisses, alors qu'elles étaient effectivement vides, mais surtout trouées, percées, constituaient une double injustice. Elles privaient les communes de leurs ressources et ne renflouaient jamais les caisses de Marseille. L'on revient donc à ce que nous avons toujours défendu, une métropole qui se rappelle qu'elle doit rendre aux communes leurs prérogatives et leurs libertés. On s'achemine finalement, cela ressemble à une certaine démétropolisation que nous appelions, je le répète, de nos voeux, car le triptyque commune, département, État, qui est depuis plusieurs années combattu par les élites, tant locales que nationales, au profit des régions et des métropoles et de l'Europe, eh bien, que voulez-vous? On chasse le naturel, il revient au galop. La commune, le département et la nation, et pour revenir aux communes ici au sein de cette métropole, la commune n'a jamais été aussi moderne, elle n'a jamais été aussi performante, car au-delà des étiquettes politiques des uns et des autres ici dans cet hémicycle, moi je suis convaincu que tous les maires présents ici n'ont qu'un objectif, servir l'intérêt général des habitants, être vigilants sur les deniers publics, ne pas dépenser à tort et à travers, ne pas être dans l'idéologie, ne pas céder aux programmes aussi faramineux qu'inutiles. Vous revenez donc, Madame la Présidente, à la raison, forcée sans doute par les résultats électoraux d'il y a quelques semaines, et surtout par la combativité des maires que j'ai soutenus, et dont j'ai fait partie, la combativité des maires qui ne se sont jamais inscrits, eux, dans l'idéologie, mais dans le pragmatisme. Alors, puisqu'il y a cette nouvelle orientation, eh bien, j'en suis fort aise. Nous en sommes tous, en tout cas, parmi les 8 élus que nous représentons, ce qui n'est pas encore un groupe du Rassemblement national, mais en tout cas, nous sommes très heureux que cette nouvelle orientation puisse être prise, à condition, bien sûr, qu'elle se réalise. Car nous avons entendu depuis plusieurs années déjà dans cet hémicycle, et puis dans d'autres, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements qui n'ont jamais été suivis d'effet, mais cette fois, vous n'avez pas droit à l'erreur, Madame la Présidente, je dirais soutenue et surveillée par les maires, par vos vice-présidents, qui ne manqueront pas de mettre en application les promesses que vous avez faites, et nous les aiderons en cela. La commune est la base, le socle de la démocratie nationale. Sans les territoires, et cela a été encore évoqué hier par le Premier ministre au Sénat, il s'est engagé à se reposer sur les territoires, à se reposer sur les communes, et je le soutiens, je l'ai soutenu déjà hier,
Alors vous, Madame la Présidente, comme le Premier ministre, tenez vos engagements. Tenez vos engagements et vous pourrez compter sur les maires qui n'ont qu'un seul objectif, je le répète, servir l'intérêt général de leurs administrés, servir l'intérêt général de leur commune. Monsieur Guinieri. Oui, on est revenu sur le sujet des attributions de compensation. Donc, je voudrais, à la demande de mon groupe, dire quelques mots sur ces attributions de compensation. On est un certain nombre dans cette Assemblée à avoir quand même une expérience politique élective assez longue. On a vécu dans des intercommunalités qui ont fonctionné, qui ont montré leur possibilité de fonctionner et leur performance. Et parfois dans l'œcuménisme. Lorsque nous sommes rentrés il y a 4 ans dans la métropole marseillaise, pour certains d'entre nous, on a découvert les clivages, on a découvert les groupes, on a découvert un certain nombre de choses. Et parfois on se dit, l'intérêt des habitants et l'intérêt général est parfois occulté par ces batailles politiciennes auxquelles on n'était pas habitué. Alors moi, je voudrais très clairement dire aujourd'hui la chose suivante. Pendant 4 ans, on a dit, on redistribue aux communes pour qu'elles fassent des fontaines sur les places de leur village. Pendant 4 ans, on a dit, on a une ville-centre qui est mal gérée. Si on part dès le départ, dès maintenant, avec ça, autant qu'on se lève les 240 et qu'on rentre chez nous, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Alors, sur l'attribution de compensation, un mot, sans être trop technique, ce n'est pas une compensation, c'est simplement une restitution de ce que la loi ne pouvait pas prendre aux communes. Le comble aurait été qu'on l'appelle allocation de compensation. Alors là, ça aurait été le top. Donc, lorsque on a transféré des compétences à l'intercommunalité, il y a eu une commission locale d'évaluation des charges transférées, on a ponctionné donc la taxe professionnelle qui était initialement perçue par les intercos. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis ? Une réforme de la taxe professionnelle, même si les entreprises aujourd'hui sont taxées comme par le passé, peut-être moindre et avec une compensation de l'État. Et puis les communes, tout en ayant cette attribution de compensation, ont vécu une période qui a été particulièrement difficile. La période difficile, ça a été la baisse des dotations de l'État. Et il a fallu absorber pendant 5 ans la baisse des dotations de l'État en courbant les chines et en faisant en sorte d'équilibrer nos budgets malgré tout. Et mes collègues maires savent de quoi je parle lorsque je parle de ceci. Alors, dans quelle structure Jean-Pierre Sérus et Michel Rubirola ont évoqué les problématiques de cette attribution de compensation et un petit peu la structure financière. Aujourd'hui, arrêtons de s'auto-flageller. D'abord, on a un budget annexe des transports. On sait très bien que ce budget annexe des transports, les recettes ne l'équilibrent pas. Donc il faut taper sur le budget général pour pouvoir équilibrer ce budget des transports. Ce n'est pas de partout qu'il y a cette nécessité. Et on sait qu'on n'a pas de marge de manœuvre puisque ni on pèsera sur l'usager pour avoir une recette améliorée, ni on pèsera sur les entreprises puisqu'on est au maximum du versement de mobilité. Et nous, communes, derrière, on a aussi notre problématique d'équilibrer le budget. Alors, au lieu de s'auto-flageller, je redis, moi, j'aimerais qu'on fasse un point. Au lieu de dire, on a 400 millions, on faisait à 400 millions, on avait tant d'emprunts, maintenant on a 400 millions, il faut encore plus emprunter. Au lieu de dire que les autres reversent moins, pourquoi les autres reversent moins ? Comparons ce qui est comparable. Quand on a les autres métropoles, elles sont beaucoup plus intégrées que nous. Il y a des tas de compétences qui sont gérées depuis très longtemps par ces métropoles qui étaient des anciennes communautés urbaines. Ce n'est pas le cas ici. On a 6 EPCI qui sont différemment intégrés. Donc forcément, il y a un retour financier pour que les communes puissent continuer à exercer des compétences qui ne sont pas remontées. Alors moi, je dis très simplement, plutôt que de toujours dire ailleurs, c'est mieux. Putain, dites-en un peu que chez nous, c'est bien, quoi. Non, mais sérieux. Alors, c'est simple. Sans faire un audit, sans faire une analyse, sans payer des cabinets d'études, on est capable, avec nos administratifs et quelques politiques qui s'y colleraient. Regardons ce qui se passait en 2012 sur l'agglomération marseillaise. Je parle de l'agglomération marseillaise, c'est-à-dire ces EPCI à l'époque et ces communes. Qu'est-ce qu'on était capable d'investir ? Qu'est-ce qu'on était capable de générer comme emploi pour le bâtiment, pour les travaux publics ? Qu'est-ce qu'on était capable de faire pour les transports ? Qu'est-ce qu'on était capable de faire pour le logement ?
Et puis en 2015, à la veille de l'entrée dans la métropole, qu'est-ce qu'on était aussi capable de faire et quels étaient nos indicateurs? Est-ce qu'on a progressé favorablement? Est-ce qu'on n'a pas progressé? Et en 2019, après 4 ans d'expérience commune, où en sommes-nous? Et au lieu de toujours dire qu'on est mauvais, moi je ne crois pas qu'on est plus mauvais. Un jour, j'ai demandé à un préfet de région, mais est-ce que les maires des Bouches-du-Rhône sont plus cons qu'ailleurs? Il m'a dit, trompez-vous. Trompez-vous, ce n'est pas la réalité. Par contre, il y a une chose que vous ne savez pas faire dans les Bouches-du-Rhône, c'est chasser en meute. Ailleurs, en Alsace, en Bretagne, quand à un moment donné il faut défendre le territoire, tout le monde est là pour défendre le territoire. Alors le jour où on comprendra qu'on doit être tous ensemble pour défendre le territoire, pour qu'un État qui nous a promis 50 millions par an n'a encore rien donné, et se gargarise parce que nous on s'étripe à dire on fait des fontaines et on n'arrive pas à faire la mobilité, eh bien je pense qu'on n'a rien à gagner. Donc on part de zéro, là maintenant, avec des convictions différentes. Soyons dans le partage et faisons en sorte que cette métropole, elle avance comme tu le souhaites, Martine. Monsieur Vidal, maire de Grance, a demandé la parole. Oui, très court, mais simple rappel, totalement d'accord avec ce que vient de dire Frédéric. Mais je voudrais quand même rappeler que comment on construit une métropole sans moyens. Je rappelle quand même que la construction du budget métropolitain, c'est l'addition des 6 budgets des intercos, tels qu'ils étaient, avec constat du retard pris, et je le dis d'autant plus facilement que c'était plutôt quelqu'un avec qui j'avais quelques affinités, c'est-à-dire Gaston Defferre. Il y a 40 ans, les erreurs stratégiques d'investissement et de refus, de métropolisation, etc., je l'ai déjà dit plusieurs fois, ont fait que ce territoire a pris un énorme retard. On ne va pas les citer, liaison Aix-Marseille, la sortie du port à Fos, etc., etc. Et c'est 6 milliards que l'on a à rattraper. Et je rappellerai quand même qu'en décembre, juste avant des municipales précédentes, pour soutenir un camarade de l'époque, il y a un Premier ministre qui s'appelait M. Hérault, qui était venu à la préfecture nous distribuer des milliards pour nous faire accepter la métropole. Des milliards qui devaient payer la gare, la liaison, etc., etc. On ne les a pas vus. Comment voulez-vous que la construction du budget des 6 intercos que l'on doit aujourd'hui diviser en 7 parts, si on veut faire la part métropolitaine? Ou alors, il faut le dire clairement, M. Cyrus, oui, il faut donc piquer sur les AC des communes pour le mettre sur le budget de la métropole. Mais moi, je vais même plus loin. Même si les 60 milliards distribués des AC étaient pris en totalité, nous n'aurions pas la capacité à rattraper le retard que nous avons. Donc, puisque certains ont des affinités auprès du gouvernement actuel, continuité de l'État d'abord, donc respect des engagements et pas sur l'argument que nos AC sont trop importantes. Madame le maire de Marseille, oui, si la métropole se construit à la botte des maires, mais nous, les maires, on représente nos habitants ici. Et moi, dire, pour reprendre la fontaine ou les terrains de foot, etc., à mes habitants, vous n'aurez pas votre terrain de foot, vous n'aurez pas votre école, vous n'aurez pas votre place, parce qu'il y a du retard depuis 40 ans dans le pôle métropolitain, je ne m'y engage pas et je ne suis pas sur... Donc, battons-nous ensemble, 1, pour avoir l'argent qu'on nous a promis, et 2, puisque depuis le débat des Gilets jaunes, la loi NOTRe doit être modifiée, le Premier ministre, juste avant celui-là, est venu à la préfecture nous dire qu'il nous soutenait et qu'on allait engager des modifications. Là aussi, le gouvernement actuel et le président actuel qui respectent sa parole et qu'on s'engage sur une modification de la loi NOTRe en nous donnant les moyens de construire cette métropole que l'on ne construira pas sur le dos de nos communes. Monsieur Marc Pénat demande la parole. Ça vient. Allez-y, monsieur Pénat. Oui. Mesdames et messieurs les conseillers métropolitains, madame la présidente, la première chose que j'ai à dire, c'est que je vais être direct. J'ai beaucoup de mal à vous féliciter pour votre élection de la semaine dernière. Je pense que c'est pas par esprit partisan, je pense que c'est une élection confisquée.
C'est une élection où, battu par le suffrage universel, on vous a mené à la porte et vous êtes revenu par la fenêtre. Mais quelle honte! Puis-je continuer? Non, ça non. Puis-je continuer? J'arrêterai là mes propos un peu durs, mais je voulais commencer par cela. Qu'est-ce que je veux dire après? Est-ce que je peux parler? La conséquence de mon constat, c'est que votre projet métropolitain est faible. Il est même inexistant. La métropole n'est pas un syndicat de maires, quelle que soit l'importance de ces maires. La métropole n'est pas un lieu où on ne fait que discuter de questions de boutiquiers. Le bien commun métropolitain est aujourd'hui en cause. Cela a été dit par d'autres. Votre élection fait que vous êtes une présidente... Chut. Puis-je terminer? Les conditions de votre élection font qu'aujourd'hui, vous êtes une présidente faible pour porter un projet métropolitain, et c'est ce qui m'inquiète, et je crois beaucoup de conseillers métropolitains peuvent être inquiets de cette absence de projet métropolitain. Or, cette absence va très rapidement trouver une sanction. L'État est un observateur aujourd'hui. Selon le projet métropolitain qu'on va leur proposer, l'État sera capable de nous accompagner ou de ne pas nous accompagner. Et aujourd'hui, l'État, selon moi, va être très inquiet de cette absence de projet métropolitain. J'entendais tout à l'heure qu'il était tout à fait normal que l'on rétribue en quelque sorte aux communes et aux maires par la dotation ce qui finalement leur appartient. Mais dans quelle proportion? À Lyon, c'est 30%. Ici, c'est 50%. Il y a une disproportion qui ne correspond pas aux intérêts métropolitains. Et après l'État, il y a un autre interlocuteur, les citoyens. Car où est la métropole des citoyens? Où sont les besoins de ces citoyens en termes de mobilité, d'aménagement du territoire, de développement de la recherche et de l'enseignement supérieur ou de l'environnement? Où sont-ils dans ce projet qui se limite, encore une fois, à être un syndicat de maires? Je vous le demande, Madame la Présidente, et je vous remercie. Madame Galli a demandé la parole. Oui, Madame la Présidente. Monsieur Ravier, je vous conseille sincèrement et sérieusement, faites très attention. Faites très attention. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, Monsieur Ravier. Faites bien attention. Non, 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 je vous menace pas. Je vous menace pas, Monsieur Ravier. Pour l'instant, vous êtes mis en examen. Et c'est pas Madame Pasquini qui l'est. Et vous le savez très bien. Et on se retrouvera, vous et moi, au si tribunal. Si vous voulez bien, Ravier. Madame Galli. Madame Galli, à Monsieur Ravier, pas à moi. D'accord? S'il vous plaît, Monsieur Ravier. Non, Monsieur Ravier. Madame Galli. Monsieur Ravier, je ne suis pas là pour vous parler. Je sais. Ah non, Monsieur Ravier, pas du tout. Voilà. Allez. Mais peut-être que vos amis policiers vous rencardent bien. Voilà. Allez, Madame Galli, allez-y, Madame Galli. Comme ils ont reçu d'ailleurs parfaitement Madame Le Pen. Voilà. Allez, voilà. Allez-y, Madame Galli. Je voulais d'abord rappeler aux maires des communes, dire la chose suivante. Je pense que si on part sur un débat comme on l'a ce matin, mais on est mal barré. Je le dis. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est vrai pour certains, et mon cher Yves, Grand, c'est loin de Marseille, mais d'autres communes sont très proches de Marseille. Et que si Marseille ne va pas bien, vous aurez l'effet escargot. Si Marseille ne va pas bien, vous aurez l'effet escargot. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui, c'est une réalité, Yves. Si vous avez bien géré, tant mieux. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir bien géré vos communes, pour ne pas dire la totalité. Indépendamment d'ailleurs de vos étiquettes politiques. Mais comprenez aujourd'hui que la métropole, elle est là,
elle est là pour nous tous. La preuve, c'est qu'on est obligé d'être ensemble, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas d'ailleurs, qu'on s'apprécie ou pas. La preuve en est. Mais dire aussi on a tous une responsabilité parce qu'on est tous ici des élus responsables. Et qu'on a une responsabilité collective, qu'elle soit pour la métropole, mais qu'elle soit pour les communes, et qu'elle soit aussi pour la commune centre. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on commence notre première séance de la métropole en faisant Marseille à part et les autres communes contre Marseille. Ça serait la pire. Non, mais j'ai pas dit que. Je dis juste qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'à l'extérieur, vous savez, il y a la presse, je ne sais pas comment la presse relève tout ce qui a été dit ce matin, mais de l'extérieur, il ne faut pas qu'on ait le sentiment de cela. Non, mais Yves, je le sais, j'ai entendu Frédéric, je vous ai bien entendu avec beaucoup d'attention. Mais je dis juste qu'à un moment, il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Et que oui, à Marseille, il y a malheureusement des équipements qui sont défectueux, qui sont quasiment inexploitables. Oui, à Marseille, en termes d'école, il y a un vrai retard. Oui, il y a un retard surtout, vous n'êtes pas vous les maires responsables de cette situation, c'est la situation politique de Marseille qui a fait que nous sommes dans cette situation-là. Aujourd'hui, les Marseillais ont fait un autre choix pour leur ville, il faut aussi le respecter, il faut accompagner et ne pas être en opposition avec ce que peut faire la majorité. Je n'ai pas dit ça, je préfère le... Laissez-moi finir, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je dis juste qu'il faut faire attention à ne pas se retrouver en opposition avec ce que veut faire la majorité municipale. Je dis juste que c'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver les uns avec les autres, qu'il n'y ait pas là, au niveau de la métropole, un jeu les uns contre les autres, mais bien au contraire, la construction ensemble, parce que je vous le dis, chacun paiera l'addition de ce qui ne va pas. Et pire que ça, si demain on se retrouve dans une ville qui explose, c'est malheureusement l'ensemble du département et de la métropole qui explosera parce que, et vous le savez, ce qui se passe à Marseille, pour certains, vous le vivez dans vos communes maintenant, parce que on croyait que ça n'atteindrait pas les communes de la métropole. Malheureusement, vous touchez aussi du doigt les problématiques marseillaises parce qu'il y a des transferts qui se font, et elles se font malheureusement parce qu'il n'y a pas des frontières entre les communes de tel ou tel territoire. Donc je dis juste que j'espère qu'on aura, moi je ne sais pas sous quelle forme, et j'ai entendu ce qu'a dit monsieur Jean-Pierre Cyrus, je trouve pas ça idiot, d'ailleurs, je sais pas, moi, la conférence des maires, enfin, je pense que ça apparaît quand même quelque chose, un outil aussi de discussion, peut-être pas avec tous les maires, mais je pense qu'il peut y avoir aussi des lieux de discussion qui peuvent s'organiser pour éviter et peut-être pour préparer mieux le conseil de métropole et qu'on ne soit pas ici, finalement, à s'invectiver sur des choses qui, à mon avis, n'ont pas de sens et qui ne seront mal compris par nos administrés, quels qu'ils soient, au sein de la métropole. Monsieur Loïc Gachon. Madame la Présidente, mes chers collègues, le débat du jour est très important et on voit bien qu'il fait ressurgir des débats qu'on connaît dans cette Assemblée depuis sa création. Je voulais commencer tout d'abord par saluer l'élection de l'exécutif métropolitain qui s'est déroulée sans accroc. La présidente comme l'ensemble du bureau ont été élus avec une confortable majorité. C'est indéniable et c'est un fait. Et je veux évidemment saluer votre capacité de rassemblement, Madame la Présidente. Merci. Souhaiter bon courage et même un peu de chance, si possible, à cet exécutif pour relever les défis qui attendent la métropole Aix-Marseille-Provence, et ce, à très court terme. Je souhaite aussi saluer l'engagement décentralisateur dont notre métropole a besoin pour assurer la diversité des compétences qui lui ont été confiées par la loi, et ce, sur la diversité des territoires qui la composent, et garantir la qualité de service dans la proximité qui est réclamée à juste titre par l'ensemble de nos administrés. Pour autant, cette décentralisation sur les conseils de territoire ne saurait être suffisante. À titre d'exemple, l'organisation des transports sur l'est de l'étang de Berre nécessite une organisation politique des élus de l'est de l'étang de Berre pour suivre cette organisation des transports. Elle n'existe pas dans notre organisation métropolitaine, puisque ce territoire de l'est de l'étang de Berre est partagé sur trois conseils de territoire différents. Il nous appartient de trouver des structures innovantes pour faire exister la réalité des polarités et des diversités des territoires qui composent notre métropole. Je veux également dire mon inquiétude, et le débat que nous vivons en rajoute l'amplifie, de voir la plus grande commune de notre métropole si peu représentée dans l'exécutif, et qui plus est exclusivement par des élus d'opposition.
tous ceux dans cette Assemblée qui s'émeuvent à juste titre du sort réservé aux communes et à leurs maires, tous ceux qui luttent ou ont lutté pour que l'intercommunalité demeure un lieu de mutualisation et de partage entre des communes souveraines, doivent se questionner sur la manière dont ils vivraient une telle situation si, en tant que maire, leur opposition, et seulement elle, représentait leur commune dans l'exécutif de leur intercommunalité. C'est pas un positionnement politicien qui est le mien. C'est pas la défense des intérêts de tel ou tel. C'est une vision de l'intercommunalité qui doit permettre d'asseoir autour de la table des maires, des territoires, qui parlent avec ceux qu'ils représentent et qui construisent ensemble un chemin négocié et collectif. Le 9 juillet, nous avons fait ici la démonstration que l'élection directe des conseillers métropolitains, que nous rejetons très majoritairement pour garantir la représentation de l'ensemble des maires et des communes, n'était finalement pas aussi absurde que cela au vu du traitement infligé à Marseille. Il est à craindre, et là aussi le débat qu'on vient de vivre en est la preuve, que notre Assemblée se retrouve exposée plus encore que par le passé, et Dieu sait si elle l'a été, aux joutes oratoires qui devraient se restreindre au Conseil municipal de Marseille, que les compétences communales, celles de Marseille, viennent régulièrement compliquer la nature de nos débats. Nous n'avons pas à parler d'école dans cette Assemblée. Et pourtant, la problématique de Marseille face aux siennes, comme peut-être d'autres communes, ressurgit régulièrement. Où est l'espace pour permettre à Marseille et au maire que les Marseillais ont choisi, à la maire que les Marseillais ont choisi, de discuter de métropole avec l'exécutif métropolitain? Comment pensez-vous donc, Madame la Présidente, assurer cette continuité avec une commune qui représente près de la moitié des habitants de notre métropole, assurer cette discussion, cet échange permanent, et pour permettre à Marseille d'exister pleinement dans l'orientation métropolitaine par son exécutif, l'exécutif dont elle s'est dotée. Madame Sophie Camard a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. J'improvise ma première intervention dans cette assemblée. Il y a de l'ambiance, je vois. Je voulais simplement vous dire d'abord féliciter tout le monde pour l'élection, effectivement, et pour l'installation des conseils de territoire et de la métropole. Je voulais simplement, moi, exprimer un ressenti. Simplement, je ne me retrouve pas tellement dans ce débat contradictoire, j'ai l'impression, entre métropole de projet et métropole des maires. J'ai choisi moi-même un mandat de maire de proximité. Et nous, au Printemps marseillais, bien sûr, nous portons cette défense du pouvoir communal et de la reprise en main par les citoyens de ce pouvoir-là. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est maire qu'on ne peut pas porter de projet. Et puis, les projets, bien sûr, ont besoin des maires. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans un débat un peu abstrait. On n'est pas non plus encore aujourd'hui dans un débat budgétaire et financier. On est dans un débat qui pose les bases de la future gouvernance. Moi, je voudrais juste rappeler quelques points. Nous, au Printemps marseillais, nous n'avions pas présenté de candidat à la présidence de la métropole parce que nous étions prêts à soutenir une présidence de métropole qui aurait pu venir d'une autre commune que Marseille. Pourquoi ? Parce que nous ne portons pas un discours de Marseille martyre, Marseille impuissante, Marseille qui va se plaindre. Nous portons un discours de Marseille qui va reprendre ses responsabilités en main. Car je sais qu'il peut y avoir cette mauvaise image de la gestion communale de Marseille. Et si nous avons gagné les élections, c'est bien que nous partageons certaines critiques sur la gestion passée de la ville de Marseille. Et ça, c'est important que ce soit rappelé. Aussi, nous arrivions dans cette assemblée avec une volonté de coopérer. Et nous ne voulons pas faire de cette métropole un niveau de revanche politique. Nous voulons en faire un niveau de coopération. Et croyez bien que nous sommes très attentifs au pouvoir des maires, des communes, à cette proximité qui nous est attachée, et que effectivement la question des écoles, ça nous concerne. Après, la question de l'habitat, comme vous le savez, la question des transports, vu ce qui s'est passé dans notre commune sur l'habitat, nous avons besoin d'avoir des moyens et la possibilité de faire avancer notamment la question du logement indigne. Et vous savez à quel point ça nous concerne tous.
Les bassins d'emploi sont partagés. Enfin, on a tous vu les rapports de la mission Terry. Donc, je voulais rappeler cet esprit-là dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, nous sommes là pour être pris en compte et coopérer avec vous. Et j'espère que nous ne ferons pas de cet hémicycle un espace de règlement de compte. Merci à vous. Gaby Charroux a demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. À mon tour de féliciter l'ensemble de ceux qui ont été élus pour gérer cette métropole. Je regrette, pour le dire très sincèrement, que le bureau soit constitué d'une manière un peu monolithique. Mais bon, c'est ainsi, c'est la loi démocratique, je la respecte. Voilà. Je voudrais dire que le débat que nous avons depuis ce matin remet sur le terrain les vieilles rengaines que nous avons connues depuis même avant la création de la métropole. Dans des débats que nous avions ensemble dans ce qu'on appelait le pôle métropolitain, bref, toutes ces questions dont quelques-uns se souviennent parfaitement ici. Et ce matin, nous sommes à nouveau sur les mêmes dispositions. Moi, j'ai hâte de voir, et j'avais en effet quelques propositions que vous connaissez, et qui peuvent venir aujourd'hui pour travailler, enfin, se mettre au travail. Il me semble qu'on doit commencer par définir et analyser un moratoire sur la métropole existante pour définir, d'ici la fin de l'année, un projet de mandat de cette future métropole qui soit co-construit et co-élaboré par toutes les parties prenantes. Et je dois le souligner, hein, quelques-uns l'ont dit ici, bien sûr par la ville-centre aussi, voilà, sans qu'il n'y ait aucune exclusive, mise à l'écart, regard suspicieux. Il faut regarder, de personne, hein, je ne fais pas un procès d'intention là, je dis mes souhaits. Ensuite, je crois qu'il faut qu'on vienne à la définition de l'intérêt métropolitain avec quelques projets emblématiques immédiatement mis à l'œuvre. Ensuite, je pense que nous avons besoin, et je me tourne vers monsieur le Premier vice-président, et nous avons partagé souvent dans la commission des finances antérieure des points de vue semblables. Nous avons besoin d'évaluer un budget qui préserve les ressources des communes, mais qui s'inscrivent dans une trajectoire financière pour les 5 prochaines années qui soit solide et valable pour l'ensemble du territoire. Et avec cette trajectoire financière, je pense qu'on a besoin de définir un plan d'action pour le développement économique et les transports, c'est indispensable. Voilà, il y avait quelques autres propositions. Celles-ci me paraissent essentielles. Il faut que nous nous mettions au travail immédiatement. Et j'attends, Madame la Présidente, que vous vouliez bien nous préciser les organisations qui nous permettront de se mettre au travail. Peut-être les commissions, peut-être d'autres instances. Je l'attends avec beaucoup d'impatience, parce que si nous voulons changer, comme vous semblez vouloir le souhaiter, le fonctionnement de cette métropole, je crois qu'il faut le faire sans tarder. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, mes chers collègues, ce rapport est un rapport obligatoire puisque nous devons, dans les 9 mois, rendre un travail sur cette composition, ce pacte qui va être régi effectivement par l'ensemble des conseillers qui sont dans cette salle. Je tiens à souligner que nous allons mettre en place, nous avons fait ce matin les commissions, et moi je souhaite que les commissions et les présidents de commissions, ce ne soient pas que des endroits d'enregistrement et de validation de délibération, mais véritablement des lieux d'échange et des lieux de débat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai confié à Madame Sophie Joissains, compte tenu de son expérience, compte tenu de sa position parlementaire aussi, qu'elle a eue pendant de nombreuses années, le fait de mener cette réforme territoriale. Donc, bien entendu que chacun va être considéré. Monsieur Pénat, je trouve assez cocasse le fait de recevoir des leçons de quelqu'un qui a été battu à plate couture par Madame Joissains.
j'aurais aimé de la part de Monsieur Ravier, peut-être avec aujourd'hui, peut-être alors je comprends qu'on mette à l'honneur les maires parce qu'il va y avoir les élections sénatoriales et donc il faut travailler les grands électeurs, mais je pense que la galanterie aurait républicaine, hein, je parle de la galanterie républicaine bien sûr, vous aurez à minima poussé à changer un petit peu d'attitude et à être beaucoup plus respectueux de la démocratie et surtout à féliciter la présidente et l'ensemble de l'exécutif qui a été, comme vous l'avez souligné, parfaitement élu de manière démocratique, que ce soit ici en métropole, que ce soit les vice-présidents et membres de bureau, et que ce soit dans les territoires. Donc, bon, malheureusement, les mois passent, mais les élus ne changent pas. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans cet exécutif que nous avons mis en place, vous y siégez, Monsieur Charroux, mais vous n'êtes pas le seul. Je n'ai pas demandé les couleurs politiques de chacun. Je l'ai fait en fonction des compétences de chacun, je l'ai fait en fonction de l'appétence de chacun, je l'ai fait en fonction de l'engagement de chacun. Effectivement, avec certains d'entre vous, nous avons eu l'habitude de travailler, nous avions bien travaillé, puis nous avons également renouvelé. Donc, j'ai un trop profond respect de la démocratie pour pouvoir dire que j'attribue à l'un ou à l'autre, ou à l'une ou à l'autre, une quelconque couleur politique. Je crois qu'il va falloir qu'on laisse un petit peu ça de côté si on veut arriver à, comme le disait M. Guinieri, arriver à un programme métropolitain, une vision métropolitaine qui soit acceptée par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous n'avons pas avancé? Parce que nous ne sommes jamais arrivés avec l'ensemble de l'exécutif et l'ensemble des présidents de territoire à avoir une vision commune de cette métropole. Donc nous ouvrons un nouveau mandat, et bien entendu que ce nouveau mandat doit partir sur de bonnes bases. Et donc nous avons effectivement un devoir de réussite, pas qu'à titre personnel, mais l'ensemble des 240 élus qui ont été élus démocratiquement dans cette Assemblée. Donc là, nous devons effectivement travailler de manière concertée, de manière cohérente, et surtout de ne pas être montrés comme des vilains petits canards, parce que nous sommes une métropole au sud de la France. Donc nous avons, dans le cadre de nos compétences, bien entendu, un devoir de réussite. Et j'espère que, bon, les débats de ce matin sont peut-être un peu vifs, mais j'espère qu'ils seront beaucoup plus constructifs sur la façon de faire avancer cette métropole. Vous savez, depuis 2015, quand à la tête du département, on m'appelait la Marseillaise. Et j'ai quand même, avec mes collègues, gagné cette élection. Oui, je suis marseillaise. Je suis fière d'être marseillaise. Moi, je suis née à Marseille. J'adore ma ville. J'aime beaucoup ma ville. Je me suis engagée depuis 2001 pour justement la faire évoluer, la faire changer, la faire grandir. Et puis, c'est vrai que depuis 2015, à la tête du département, j'ai appris à connaître mon territoire. Je pense qu'il va falloir, et c'est une suggestion que je fais à l'ensemble, notamment des vice-présidents et membres du bureau, que l'on délocalise un petit peu les débats, que l'on puisse aller un petit peu dans les territoires les uns les autres. Parce que quand, en tant que Marseillaise, j'ai rencontré les maires de ce territoire, les 118 autres maires de ce territoire, eh bien, j'ai appris à les connaître et j'ai appris à voir leur fougue pour défendre leurs habitants. Oui, les maires qui sont ici, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est leurs habitants. Ça, c'est la priorité des choses. Et après, bien sûr, qu'il y a une construction qui se fait, une construction municipale, une construction territoriale, une construction métropolitaine, qui se fait pour justement permettre à ses habitants d'être heureux dans la commune où ils sont. Et quand on voit les résultats du premier tour de l'élection municipale, on voit que 91 maires sur les 121, puisqu'il y a les deux autres maires des deux autres départements, ont été élus au premier tour. Donc, ce qui prouve bien que la politique que nous avons menée depuis 2015 est une politique qui a permis de mettre en avant les différents maires, en avant les différents projets de ces maires-là, et qu'aujourd'hui, cette métropole qui nous a été imposée, oui, on nous a promis monts et merveilles, mais écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on ait ce projet métropolitain pour aller chercher ces monts et ces merveilles, pour pouvoir véritablement démarrer, parce que il y a des compétences, et c'est une chose
sur laquelle je ne suis jamais revenue. Il y a des compétences stratégiques qui doivent rester à un niveau métropolitain. Et bien entendu, qu'il y a des compétences de proximité, et nous avons tous défendu cela, qui doivent revenir au plus près de l'habitant, au plus près de ce que souhaite la commune, parce que toutes les communes ne souhaitent pas obligatoirement récupérer des compétences de proximité. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un échelon intermédiaire qui est effectivement le territoire. Donc c'est dans cette construction-là qu'il faut avoir comme objectif, un objectif qui est simple, c'est nos habitants, parce que c'est eux, finalement, si nous sommes dans cet hémicycle, c'est pour eux, c'est pour construire leur avenir, c'est pour construire leur avenir de leurs enfants aussi, de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que, oui, effectivement, je pense que personne ça n'aura échappé à personne, le nombre de personnes qui vont voter est de plus en plus petit. Et donc, nous avons un désamour de la classe politique. Et moi, ce que j'essaye d'insuffler dans cette Assemblée, soyons exemplaires, n'ayons pas des coups de tête, comme ça a été fait précédemment, soyons beaucoup plus constructifs pour que l'intérêt de nos habitants et le retour aussi aux urnes de nos habitants soit un de nos leitmotifs pour faire réussir ce territoire que nous avons accroché au fond de nos cœurs à chacun et à chacune. Alors, je suppose qu'après ce débat vif sur le pacte de gouvernance, il n'y a pas d'opposition. Tout le monde est d'accord pour lancer ce pacte de gouvernance. Pas d'opposition, pas d'abstention, donc il est adopté. Sur le rapport numéro 16, alors là, c'est la désignation à différents organismes. Je crois qu'il y a un petit changement. Voilà. Oui, il y a un petit changement donc sur une modification qui désigne dans la régie de l'eau et l'assainissement, c'est M. Charroux remplace M. Belsola. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres observations sur ces rapports et désignations? Pas d'observation? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc elles sont adoptées à l'unanimité. Sur le rapport numéro 17, donc là c'est la désignation des élus à la commission d'indemnisation à l'amiable de la métropole Aix-Marseille-Provence pour les préjudices économiques subis par les professionnels riverains d'opérations d'aménagement sous la maîtrise d'œuvres de la métropole. Avez-vous des observations? Pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Pour le rapport numéro 18. Alors, c'est la détermination à l'effectif du conseil d'administration de l'OPH Habitat Marseille-Provence et la désignation des représentants. Alors, il y a juste un petit changement sur Monsieur Jalino qui remplace Monsieur Barlatier pour l'office HMP. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Bien sûr, Monsieur Ravier, vous l'avez. Je ne l'ai pas vu, excusez-moi. Mais je vous en prie. Oui, non, une question. Il y a des personnalités qualifiées, c'est ça? Personnalités qualifiées. Qu'est-ce que vous entendez par personnalité qualifiée? Quels sont les critères retenus? Parce que parmi ces personnalités, il en est une qui m'a un petit peu interpellé, Madame Nora Preciosi. Madame Nora Preciosi, qui était adjointe au maire de Marseille, la condition féminine, je crois, quelque chose comme ça, la jeunesse, qui n'évolue pas spécialement dans le logement social, qu'elle redécouvre à peu près tous les 6 ans lorsqu'elle mène campagne pour la tête de liste qu'elle soutient à ce moment-là. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu entre le 1er et le 27 juin, dans les cités de Frévalon, des Lauriers, voilà, toutes ces cités HLM, annonçant, avant de les distribuer le moment venu, la preuve, les subventions, les promesses d'emploi et les promesses de logement. Donc, c'est sans doute pour cette expérience de terrain menée tous les 6 ans que Madame Preciosi fait partie de cette liste. En tout cas, c'est le raccourci que je pourrais faire si vous ne me présentiez pas les arguments que vous avez sans doute retenus et qui balayeront ma mauvaise foi, en tout cas ce qui pourrait être
considéré comme étant une mauvaise foi. Mais, Madame la Présidente, éclairez ma lanterne. Merci. Je vais surtout bien relever dans le PV les propos que vous venez de tenir, qui sont même limite diffamatoires, et donc après en tirer les conséquences et les communiquer à l'intéressé qui donnera suite à ce jugement que vous venez de porter. Voilà. Très bien. Alors, on va passer au vote. Qui vote contre? Je vous demande de passer au vote. Je ne suis pas obligé de faire ce que vous souhaitez, Monsieur Ravier. Donc, est-ce que vous voulez voter ou pas? La réponse, je vous l'ai donnée. Vous votez ou pas? Très bien. Abstention, très bien. Ah, contre, pardon. Vous êtes contre, ok. Donc, qui est-ce qui est pour? Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, le rapport est adopté. Sur le rapport numéro 19, sur le conseil d'administration de l'OPH d'Aix Habitat Métropole. Donc là, vous avez les désignations des représentants qui vous ont été données. Est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté. Sur le rapport numéro 20, vous avez reçu l'indemnité des élus de la métropole Aix-Marseille-Provence. Avez-vous des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc il est adopté. Sur le 21, c'est l'exercice du droit à la formation des élus. Vous avez des observations? Pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, non à l'unanimité. Le 22, remboursement des frais de déplacement liés aux formations des élus métropolitains. Avez-vous des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Sur le 23, remboursement des frais de mission et des frais de déplacement des élus métropolitains. Avez-vous des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Sur le 24, approbation des moyens matériels affectés au groupe des élus de la métropole. Avez-vous des observations? Donc, si vous pouvez nous communiquer au service des séances le plus rapidement possible la composition des groupes, ça serait très bien. Comme ça, nous pourrons faire après les commissions. Pas d'observation? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Sur le 25, c'est l'approbation des moyens en personnel affectés donc au groupe d'élus de la métropole. Avez-vous des observations? Pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Le 26 et le 27 sont retirés. Le 28, c'est la création d'emplois de collaborateurs de cabinet du cabinet président de la métropole. Avez-vous des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 29, c'est l'approbation de la prolongation par modification unilatérale pour motif d'intérêt général des conventions de délégation de service public relatives à l'exploitation du service public de l'avitaillement du port de plaisance de la Pointe-aux-Rouges à Marseille et de l'exploitation des services publics d'avitaillement du carénage du port de plaisance à Carry-le-Rouet. Avez-vous des observations? Pas d'observation? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le 30, c'est la modification des statuts de la régie Seine et Ciné de Ouest-Provence. Avez-vous des observations? Pas d'observation? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Sur le 31, c'est la modification des statuts de l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest-Provence. Avez-vous des observations? Pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Mes chers collègues, je vous donne rendez-vous le 31 juillet et je déclare la séance levée. Merci à tous et à toutes.